renouvellement. Et il n'accepte aucune idée de renouvellement. C'est ça l'obscurantisme. Mais Sam Rassi, il y a quand même un paradoxe. Pendant les campagnes électorales, notamment je pense à 2013, vous aviez accusé le pouvoir en place à Phnom Penh d'être inféodé, presque vendu aux Vietnamiens. Et puis là, vous dites, il est vendu aux Chinois. Donc c'est pas compatible. Je suis désolé, la Chine et le Vietnam sont aujourd'hui dans des camps relativement opposés, notamment en mer de Chine. Donc est-ce que le pouvoir cambodgien, il est inféodé à la Chine ou au Vietnam? Hun Sen est assis entre deux chaises. C'est un jeu dangereux, il veut ménager la chèvre et le chou, mais à force d'être assis entre deux chaises, il va se retrouver par terre. L'ancien roi Norodom Sihanouk avait qualifié le Cambodge de condominium sino-vietnamien. Mais c'est un jeu dangereux, parce que quand la tension s'accroît entre la Chine et le Vietnam, la position de Hun Sen devient de plus en plus difficile, pour ne pas dire intenable. Oui, mais je vous renvoie à vos propos de campagne. Vous disiez, le temple d'Angkor Wat est vendu aux Vietnamiens, ils viennent prendre notre travail, voler notre bois. Est-ce que votre pays est sous une forme d'occupation du Vietnam? Est-ce que c'est pas des propos un peu nationalistes, voire xénophobes, qui peuvent entraîner des violences? Pas du tout. Les Cambodgiens sont un peuple pacifique. Il n'y a jamais eu récemment, depuis 20 ans, de violence basée sur des considérations raciales. Mais il y a une violence politique endémique et très très brutale. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Chine et le Vietnam se partagent le contrôle du Cambodge. Le Vietnam contrôle le Cambodge plus militairement, parce qu'il y a des conseillers vietnamiens partout. Il y a une armée vietnamienne importante le long de la frontière et dans certaines zones du Cambodge. Donc l'influence politique du Vietnam à travers sa présence militaire n'est pas négligeable. D'un autre côté, la Chine a une influence financière considérable. C'est le premier investisseur et sur le plan politique, Hun Sen se rapproche de plus en plus de la Chine. Hun Sen a brisé la solidarité de l'ASEAN dans le conflit de la mer de Chine du Sud et il est du côté de la Chine pour que celle-ci ne respecte pas la loi internationale de la mer. Alors, pour vous, c'est quoi la solution pour l'option pour le Cambodge? C'est un Cambodge qui tourne le dos et à la Chine et au Vietnam? Non, l'option, et la seule option viable, c'est un Cambodge neutre et indépendant. Il se dégage des influences néfastes du Vietnam comme des influences néfastes de la Chine. Est-ce que c'est possible dans la région avec les jeux des influences des grandes puissances? Vous savez, en politique, il faut rendre possible ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez de la partie américaine? Comment doivent agir les Américains vis-à-vis de votre pays? Il y a un changement en profondeur dans la géopolitique de cette région. Le Vietnam et les États-Unis sont devenus alliés. Ils sont devenus alliés pour contrer la Chine. Donc tout ça, ça change la donne. Quand le Cambodge doit se positionner sur la scène internationale pour survivre, pour défendre son indépendance et sa souveraineté nationale, il doit tenir compte de cette nouvelle donne géopolitique. Ça veut dire que votre discours à vous-même vis-à-vis du Vietnam est susceptible d'évoluer? C'est susceptible d'évoluer. Si la situation politique évolue, il faut que notre position et notre discours évoluent pour défendre en toutes circonstances les intérêts de notre pays. Mais pour l'instant, votre pays n'est pas en guerre. C'est peut-être pour ça aussi que la communauté internationale, finalement, ne dit trop rien parce qu'il y a un équilibre précaire avec les voisins, que ce soit la Thaïlande, la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Tout ça est un équilibre très précaire. Mais il y a une guerre dont on ne parle pas. C'est la guerre que Hun Sen fait contre son propre peuple. Le Cambodge dépense beaucoup d'argent pour sa défense nationale, mais en fait, l'armée du Cambodge n'est pas placée le long de la frontière. Elle est placée dans les grandes villes pour mater la population. Donc c'est cette situation qu'il faut regarder
pour que la démocratie reprenne ses droits au Cambodge. Et alors l'opposition aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle offrirait à cette population? Qu'est-ce qu'elle lui proposerait? Parce que finalement, il y a un taux d'alphabétisation assez élevé, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas beaucoup de chômage et il y a une croissance de 6-7%. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait exactes dans ce que vous venez de dire. Quand il n'y a pas de chômage, par exemple, je pense que le chômage, le vrai chômage, atteint des proportions colossales, surtout parmi les jeunes. Mais ce que je veux dire, l'opposition joue un rôle fondamental en toute démocratie. C'est de canaliser le mécontentement populaire. Et mécontentement, il y en a. Et quand Hun Sen a dissous le parti d'opposition, le seul parti représenté à l'Assemblée nationale pour tenir tête à Hun Sen, alors là, la population, elle est désespérée. Elle ne sait plus comment s'exprimer. C'est là qu'il y a un risque de guerre civile. L'opposition a joué un rôle de canalisation des mécontentements, mais il n'y a plus ce rôle-là qu'on peut jouer, alors ça ouvre la voie à la violence, à la guerre civile. C'est ce que vous redoutez donc pour votre pays aujourd'hui, c'est des scènes de violence, c'est une guerre civile, vous prononcez ce mot-là? Oui, exactement. C'est pour ça que je fais appel à tous les signataires de la conférence de Paris sur le Cambodge de 1991, dont la France qui était coprésidente, pour que tous les signataires poussent à ce qu'on revienne sur les accords de Paris. Sans les accords de Paris, c'est la dérive totalitaire la plus complète avec tous les dangers que cela représente. Sam Rainsy, merci d'être l'invité d'International, de TV5 Monde, RFI et du journal Le Monde. Alors, l'opposition politique n'est pas la seule à être contrainte aujourd'hui au Cambodge. Il y a eu l'été dernier la fermeture de plusieurs organes de presse. L'un d'entre eux, le The Cambodia Daily, a titré pour sa dernière parution une descente vers une dictature pleine et entière. Des ONG ont été interdites. Et en juillet 2016, un analyste politique, Kem Ley, était assassiné. Selon les autorités, c'est une dette non remboursée qui est à l'origine de ce meurtre. Des informations qui ont été démenties par ses proches. Alors, une foule immense assistait à ces obsèques. Des organisations de défense et pour la promotion de la liberté d'expression ont réalisé un document le concernant. Voici un extrait. Des milliers de personnes sont venues chaque jour présenter leur respect au corps de Kem Ley. Il travaillait sur beaucoup de problèmes inhérents à la société, particulièrement sur des sujets en relation avec les droits humains, les querelles de territoire, les forêts et l'immigration. Des millions de personnes savaient qu'il disait la vérité, parce qu'il a passé beaucoup de temps avec les populations locales, en particulier en milieu rural, où il enquêtait sur les questions sociales. Sam Rainsy, les États-Unis ont demandé une enquête indépendante concernant l'assassinat de Kem Ley. Vous avez dénoncé à cette occasion ce que vous avez appelé un terrorisme d'État. C'est comme ça que vous qualifiez aujourd'hui ceux qui sont à la tête de l'État cambodgien, des terroristes? On a eu depuis 20 ans une série de crimes politiques qui se ressemblent. C'est-à-dire des attaquants sont venus lancer des grenades, tirer sur des cibles et ils ont pu s'échapper. C'est l'impunité la plus totale. Et ces attentats visent des gens qui sont réputés, qui sont aimés, qui sont un danger pour le régime. Donc c'est pas une coïncidence du tout. Toute cette violence politique, elle relève véritablement d'un terrorisme d'État. Sam Rainsy, l'ONU a dépensé des millions de dollars pour qu'il y ait un état de droit au Cambodge. Ils ont dépensé 300 millions de dollars pour les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour juger les derniers responsables Khmer Rouge. Et ces dépenses étaient faites en pensant que ça allait rejaillir sur la justice en général au Cambodge. Manifestement, il n'en est rien. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un échec de l'ONU de ce point de vue-là? Disons qu'il y a un début de justice pour châtier les chefs Khmer Rouge. Mais après, ce processus de jugement
a été perturbé par Hun Sen. Hun Sen ne voulait pas qu'on aille plus loin, au-delà de 3, 4, 5, 6 personnes. Il a dit qu'il n'était pas favorable à ces procès parce qu'il menaçait l'Union nationale. Parce que lui-même est un ancien Khmer Rouge. Tous les dirigeants du Cambodge actuel, ceux d'un certain âge, sont d'anciens Khmer Rouges, donc ils ont peur. Si on fait il s'était réfugié au Vietnam à une période du régime de Pol Pot. Exactement. Il a fait l'objet d'une purge. C'est par remords qu'il a quitté les Khmer Rouges, mais parce qu'il allait être victime d'une purge interne chez les Khmer Rouges. Il s'est réfugié au Vietnam pour revenir prendre le pouvoir avec l'aide de l'armée vietnamienne après. Et alors, sur cette question Khmer Rouge et justice, est-ce que pour vous, on en a trop parlé ou pas assez? On en a parlé, mais on n'a pas agi suffisamment. On laisse Hun Sen bloquer le tribunal international, un mix khmero international, pour juger les Khmer Rouges. Parce que Pol Pot n'a pas été seul. Ils étaient plus de 6 ou 7 personnes à tuer presque 2 millions de personnes. Les massacres, les génocides étaient assez décentralisés. Et dans